Aujourd'hui, pour le début de ces campagnes d'élections régionales, on débute avec l'UPR, avec Charles-Henri Gallois, qui nous vient, qui est originaire de la Nièvre, qui connaît bien du coup la Bourgogne, 27 ans, contrôleur financier. Charles-Henri, merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'inviter surtout. Alors, comment ça se présente des élections pour l'Union populaire républicaine ? Alors écoutez, déjà, il faut souligner que l'UPR est présent dans les 13 régions au niveau national. Il y a très peu de partis qui peuvent le faire à l'heure actuelle. On voit par exemple les Républicains et l'UDI sont ensemble, le PS a de nombreux alliés. Si on regarde vraiment l'échiquier politique français, il y a très peu de partis qui ont les moyens financiers et militants de pouvoir être présents sur les 13 régions. On présente quand même 1971 candidats sur les 13 régions, donc c'est un petit tour de force dans le microcosme politique français. Et surtout, ça représente quand même un coût, et l'UPR, contrairement aux autres partis, n'a pas de financement public, nous ne faisons pas d'emprunt bancaire. Toute la campagne est financée par les dons et adhésions de nos adhérents et de nos sympathisants. Alors vous avez combien d'adhérents en ce moment, l'UPR ? Nous avons exactement, j'ai regardé juste avant, 9323 adhérents. Ce qui est colossal si vous comparez à d'autres partis où on peut vous dire c'est encore peu par rapport aux Républicains, au PS ou au Front National. Cela dit, par exemple, le parti de gauche de M. Mélenchon sont passés de 12 000 à 9 000 adhérents, donc nous avons plus d'adhérents que le parti de gauche de M. Mélenchon, que tous les Français connaissent et qui est présent dans absolument tous les médias. C'est la même chose pour Europe Écologie Les Verts, c'est 4 000 adhérents maintenant, entre 4 et 5 000 selon les estimations. On en a plus de 2 fois plus d'adhérents qu'eux, ils sont présents absolument partout, Europe Écologie Les Verts, de même que le NPA de M. Besancenot, c'est 2100 adhérents, tous les Français connaissent M. Besancenot, alors que nous, malheureusement, nous ne passons pas encore dans les grands médias. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un faux petit parti dans ce cas-là ? Exactement, on est un faux petit parti, on est un parti en croissance. On est un petit parti, disons, à l'œil des grands médias, mais en termes d'adhésion et de militantisme, on commence à parler de nous. Il y a eu récemment, par exemple, un sondage TNS-Sofres au niveau national qui nous donnait 2% d'intention de vote au niveau national. Encore une fois, 2%, ça peut paraître peu, mais c'est ce qu'on dit très souvent, c'est 2% par rapport à même pas 4% de la population française qui connaît l'UPR. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui nous connaissent votent beaucoup pour nous. Je sais pas, le Front National, les Républicains ou le PS vont peut-être faire autour de 25% des voix, mais c'est par rapport à 100% de la population française qui les connaît. Donc nous n'avons pas de plafond de verre, contrairement aux autres. Nous disons que notre problème est avant tout un problème de notoriété, ce n'est pas un problème d'idée ou ce n'est pas un problème de rejet de l'UPR. Vous avez encore une grande marge de progression au niveau des intentions de vote. On va directement attaquer le dossier, on va dire, de la campagne. Donc l'UPR, je vais un petit peu attaquer là-dessus, et on va dire eurosceptique au minimum. Vous encouragez une sortie de l'Union européenne ? Voilà, mais nous n'aimons pas le terme d'eurosceptique, on se dirait plutôt eurolucide. Parce que nous, on n'est pas eurosceptiques, nous ne sommes pas sceptiques sur la construction européenne. On est sûr, d'une part, que c'est pas bon. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui partagent le fait que la construction européenne ne marche pas. Notre grande différence par rapport aux autres, c'est qu'on ne ment pas aux citoyens en proposant une autre Europe. Pourquoi ? Puisque c'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne, pour modifier une ligne d'un traité, il faut l'unanimité des 28 États membres. Donc si vous voulez vraiment changer la construction européenne, ça n'arrivera absolument jamais. Vous aurez, si vous luttez contre l'évasion fiscale, les délocalisations qui sont inscrites par l'article 63, par exemple, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vous aurez automatiquement le Luxembourg, le Royaume-Uni, etc., qui vivent de ça, qui ne voudront jamais revenir dessus. Donc quand on promet aux Français depuis 30 ou 40 ans une autre Europe, c'est un mensonge. Donc l'UPR, contrairement aux autres, dit que l'Union européenne est mauvaise, qu'on ne peut pas la changer, et donc il faut en sortir. C'est en ce sens-là que nous sommes eurolucides et non pas eurosceptiques comme beaucoup d'autres partis. Je suis désolé pour le terme. Non, il n'y a pas de mal, mais ça permet de clarifier. Oui. En revanche, du coup, la région ne peut pas avoir d'incidence sur l'Union européenne, mais l'Union européenne a des incidences sur la région, mais des fois des incidences positives, puisqu'il y a de grosses subventions pour la région. Est-ce que, par exemple, vous direz non aux subventions de l'Union européenne qui peuvent s'élever, si on fait de gros dossiers, tout ça, plusieurs millions pour la région, par, on va dire, par honnêteté intellectuelle. Vous diriez non à des gros sous
Parce que vous êtes euro-lucide? Alors, je vais vous surprendre puisque nous ne dirons pas non. Tout simplement parce que c'est de l'argent français, l'argent de l'Union européenne. Si vous regardez l'Union européenne, chaque année, la France donne 22 à 23 milliards à l'Union européenne. Et elle en reçoit 14 milliards, dont effectivement, vous avez raison, les fonds aux régions, la politique agricole commune. Mais ça veut dire qu'entre-temps, on perd 8 à 9 milliards d'euros. Oui, en fait, c'est un peu si je vous résume la situation de cette escroquerie, quand même, parce qu'à chaque fois, ça revient avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Il faudrait s'incliner et dire merci l'Europe. C'est un peu comme si vous me donniez un billet de 500 €. Je vous en rends 300 et je vous dis, vous devez faire telle et telle chose avec les 300 € et vous devriez me dire merci. Les fonds européens, c'est exactement ça. D'accord. Ok. Bah, écoutez, donc comme c'est de l'argent français, nous évidemment qu'on l'utilisera et quand la France de toute façon sortira de l'Union européenne, même si ça se joue au niveau des présidentielles et des élections présidentielles de 2017 avec François Asselineau, quand on sortira de l'Union européenne, il faut bien comprendre qu'il y aura toujours cet argent pour les régions, il y aura toujours cet argent pour les agriculteurs et la politique agricole commune, qui entre parenthèses ne cesse de diminuer dans le cadre de l'Europe. On aura toujours cet argent, on aura en plus 8 à 9 milliards qui pourront être utilisés, soit donner plus aux agriculteurs, soit à économiser pour réduire la dette, ou soit à lancer d'autres programmes, type logements sociaux ou autres. Donc au contraire, il faut arrêter cette escroquerie des fonds européens, il faut expliquer aux gens que cet argent, c'est de l'argent français. Autre question qui était arrivée du côté de Chalon-sur-Saône, il me semble. On a une radio donc de la communauté juive, donc question un petit peu plus œcuménique, mais il y avait eu un débat sur les plats de substitution forcément au porc, et donc la question c'est est-ce que vous encourageriez vous l'UPR à des menus végétariens dans les cantines des écoles? Bah écoutez, c'est intéressant que vous en parliez parce que c'est un sujet qui est cher à d'autres partis politiques où ça serait le sujet numéro 1. Pour nous, c'est clairement un non-sujet, puisqu'au niveau de la région, nous voulons proposer des menus variés, qui est du poulet, du végétarien, du porc, pour ceux qui en veulent. À partir du moment, c'est très souvent le cas dans les cantines, c'est pour ça que c'est un non-sujet. Très souvent, dans les cantines, vous avez le choix entre du poulet, du poisson, et éventuellement du porc, ou vous pouvez prendre juste une assiette de légumes. Donc, c'est-à-dire que si on propose des menus variés, et l'UPR veut proposer des menus variés, avec des produits d'ailleurs locaux, si possible, même bio, pour faire marcher évidemment l'économie locale, il n'y a plus cette problématique, il n'y a plus cette polémique en fait. Et il n'y a pas lieu d'avoir cette polémique, si vous voulez, c'est un sujet qui est monté de toutes pièces pour éviter de parler des vrais sujets, puisqu'à partir du moment où on propose des menus variés, il n'y a pas de... Alors d'après vous, c'est quoi les vrais sujets, les vrais enjeux pour la Bourgogne-Franche-Comté à partir de 2016 ? Les vrais enjeux justement, c'est pourquoi la région Bourgogne-Franche-Comté ? Pourquoi on fusionne la Bourgogne et la Franche-Comté ? Est-ce que c'était un souhait des Bourguignons ? Est-ce que c'était un souhait des Francs-Comtois ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les citoyens ne se sont pas exprimés sur ces régions. Je vais vous dire, c'est encore pire que cela, puisqu'il y avait eu, avant, de mémoire, ça devait être en 2013 ou 2014, il y avait eu une opération de fusion des collectivités territoriales en Alsace. Et dans la loi, à chaque fois qu'il devait y avoir une fusion des collectivités territoriales, il devait y avoir un référendum, donc consulter les citoyens pour savoir s'ils étaient pour ou contre ces fusions. Le problème, c'est que le non a gagné en Alsace. Il y a un département sur les deux qui a voté contre cette fusion. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a un député, c'est M. Hervé Guémard, des Républicains, qui a passé un amendement pour supprimer l'obligation de faire un référendum pour la fusion des collectivités territoriales. Et ça a été voté par toute l'Assemblée en chœur. Donc, cette réforme territoriale que nous considérons comme catastrophique, elle a été faite sans demander l'avis des citoyens. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? On vous donne souvent un argument technique, on vous dit on va faire des grands ensembles, comme ça on va faire des économies d'échelle et on va économiser, ça va être une gestion en gros plus optimale, c'est un peu toutes les salades qu'on vous vend. La réalité, quelle est-elle ? Vous avez le même nombre d'élus. Zéro économie de ce côté-là. Vous allez harmoniser les fonctionnaires des régions à la hausse, pour ne pas faire de mécontents, donc vous allez augmenter les coûts. La réalité, c'est que cette fusion va augmenter les coûts de fonctionnement, comme toutes les dernières lois de décentralisation. On nous promettait des économies, et au final, on a vu que les coûts ont explosé. Donc si ce n'est pas un argument technique qu'il y a derrière, c'est un argument idéologique. Et cet argument idéologique, c'est tout simplement des grands espaces qu'on appelle parfois, et que certains députés, notamment les députés Europe Écologie Les Verts, appellent euro-régions, qui peuvent négocier directement avec Bruxelles sans passer par la case France. Et qu'est-ce que ça veut dire à terme ? C'est la mort des communes, c'est la mort des départements,
Et c'est surtout le démantèlement de la République française, puisque l'idée, c'est de créer des grandes régions, comme je vous l'ai dit, qui peuvent négocier avec Bruxelles, et la France n'a plus rien à voir là-dedans. D'accord, mais donc vous êtes en campagne pour le régional, donc sans cautionner ce qui se passe, vous y participer tout de même parce que vous vous présentez pour remporter la région Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté, donc vous allez quand même agir sur les deux territoires qui ne feront plus qu'un, ça c'est forcé. Nous avons un programme et on agira dans le cadre de ce mandat, mais nous l'idée en 2017 c'est clairement de revenir sur ces fusions et cette réforme territoriale qui nous paraît calamiteuse. Des fois quand on parle de ça et qu'on explique le concept des euro-régions, le démantèlement de la France, on nous dit vous exagérez, c'est les régionales, c'est pas le sujet. Mais c'est un sujet, on n'en parle jamais. On n'en parle pas à la présidentielle, on n'en parle pas aux européennes, on n'en parle pas aux municipales. Si on n'en parle pas aux régionales, on n'en parle jamais. Et pour nous, c'est le sujet clé, parce que cette histoire de fusion de grandes régions, c'est des régions qui reposent sur rien. Si vous regardez la région Aquitaine, etc., Limousin qui est énorme, ça repose sur rien, ni historiquement, ni d'aspiration des gens. Et c'est parce qu'il y a cette idée derrière de démantèlement de la France. Ça peut vous paraître exagéré parce que les gens vous disent quand même la France c'est solide, mais qui aurait pu dire il y a de ça 10-15 ans que la Catalogne serait au bord de la sécession avec l'Espagne ou l'Écosse du Royaume-Uni. L'idée c'est de faire des régions de plus en plus autonomes qui négocient avec Bruxelles et au bout d'un moment on peut très bien dire une région qui dirait pourquoi payer pour la solidarité nationale et on va créer une région qui va être indépendante de la France et qui négocierait directement avec Bruxelles. D'accord. Alors, est-ce que vous allez... Et c'est ce que souhaite Bruxelles surtout, parce qu'un État peut encore s'opposer un tout petit peu ou mettre un veto sur tel ou tel sujet par rapport à la Commission de Bruxelles. Vous croyez sincèrement que la région Bourgogne-Franche-Comté aura le poids pour s'opposer à une décision de la Commission européenne ? Seulement si j'avais beaucoup d'ironie, évidemment. Oui, non, mais après c'est un modèle à l'allemande, on va dire, qui est comme qui a pris le leadership de l'Union européenne, au moins idéologique et économique. Mais c'est intéressant, vous savez que si on revient historiquement sur le modèle allemand des Länder, c'était la France, les États-Unis et le Royaume-Uni qui s'étaient mis d'accord pour créer ces grands ensembles parce qu'ils avaient dit que ça affaiblirait l'Allemagne. Le but, c'était d'affaiblir le pays, de faire ces grands ensembles, et on est en train de faire la même chose alors que ce modèle allemand avait été créé justement pour affaiblir l'Allemagne. Et si l'Allemagne revient sur le devant de la scène, c'est pas parce qu'elle a des grands Länder, c'est du pipeau. Elle revient parce qu'il y a l'euro, peut-être qu'on pourra parler de l'euro, qui est une monnaie complètement sous-évaluée pour la compétitivité allemande, et à contrario, qui est surévaluée pour la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc il y a plus rééquilibrage des monnaies, et l'économie allemande qui est intrinsèquement plus compétitive, ça date pas d'hier, est en train de massacrer toutes les économies du Sud, grâce à l'euro. Donc c'est pas du tout le modèle de Länder ou autre. Le modèle Länder était plutôt fait pour affaiblir l'Allemagne au sortir de la guerre. C'est important de le rappeler parce qu'on est en train de mettre le même modèle en France. Très bien. Du coup, on peut parler de l'euro. Question, est-ce que vous comptez faire, comme vous êtes, vous ne voulez pas de l'euro, enfin vous êtes contre l'euro, et en 2017, si vous êtes élu à la présidence, vous sortirez de l'Union européenne et donc de la zone euro. Mais en attendant, est-ce que vous comptez, dès 2016, par exemple, si vous remportez la région Bourgogne, mettre une monnaie comme l'a fait la région Bretagne, une monnaie pour seulement les habitants de la région ? Non. Si vous voulez, c'est intéressant. On revient sur cette idée de grandes régions autonomes. C'est-à-dire, vous savez pourquoi les départements ont été créés en 1790 ? C'était pour assurer l'égalité entre tous les territoires et l'égalité entre les citoyens. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de discrimination entre un citoyen qui vient d'un département ou d'un autre. Ils partagent la même langue, le français. Ils ont les mêmes droits, c'est les mêmes lois partout. Et justement, comme j'ai dit, ils ont la même monnaie, à savoir le franc français. Donc si vous commencez à créer des différences entre régions, vous discriminez de facto les habitants d'autres régions. En fait, c'est la fin de l'égalité des territoires et c'est le retour aux féodalités. Donc c'est ce qu'on voit au niveau des régions et c'est ce qui se trame à long terme dans le cadre de l'Union européenne avec tout le projet de grands traités transatlantiques. On voit un retour petit à petit, on fait comme ça des grands ensembles féodaux et un retour aux féodalités dans le cadre de ces régions. Alors du coup, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que vous avez une idée qui rendrait la région, on va dire, pôle d'excellence pour la France et donc pour l'Union européenne, puisque les régions pèsent de plus en plus sans peser autant. Mais du coup, est-ce que vous avez un cheminement socio-économique pour faire remonter la Bourgogne-Franche-Comté, surtout pour égaliser la Bourgogne et la Franche-Comté, puisque la Franche-Comté est quand même des territoires qui sont en grande difficulté par rapport à... en Bourgogne aussi, mais c'est plus grave en Franche-Comté qu'en Bourgogne en ce moment. Et donc là, c'est une problématique très vaste. On a aussi notre programme régional, je vous invite d'ailleurs à le consulter sur notre site upr.fr.
L'idée, c'est que faut, évidemment, vous parlez de la Franche-Comté. La Franche-Comté, pourquoi elle est en difficulté ? C'est parce que c'est un gros bassin industriel et que l'industrie est en difficulté. L'industrie en difficulté, c'est entre autres lié à l'euro et c'est lié à toute la politique dite de mondialisation inévitable, mais en fait qui est pas un truc qui tombe de nulle part, qui est la résultante de traités, notamment de traités européens, qui donnent une dérégulation totale des marchés de capitaux et d'ouverture. Donc voilà, c'est lié à l'Europe, c'est la Franche-Comté en difficulté. Après, si on revient sur le sujet, effectivement, on a un programme économique, mais il faut pas mentir aux gens. On a un programme de réorienter nos aides vers les TPE, PME, mettre une charte de conditionnalité pour les entreprises qui sont plus respectueuses des critères sociaux, de l'emploi. On veut aussi mettre un garantie de prêt bancaire pour les PME, puisqu'on sait très bien que les banques ne prêtent quasiment plus aux PME, elles vont sur les marchés financiers, et qu'il y a quelques PME qui ont des problèmes de trésorerie. Donc on peut avoir un programme régional qui aide, mais il ne faut pas mentir aux gens. Pour relancer l'emploi, ça relève de grandes variables macroéconomiques, et c'est du national. Les grandes variables économiques, c'est quoi ? C'est le taux d'intérêt, c'est le taux de change externe, et ça nous a été complètement volé, puisque c'est décidé à la Banque Centrale Européenne à Francfort, et c'est également la politique budgétaire nationale selon si elle est plus ou moins expansionniste ou plus ou moins de rigueur. Et même ça, je suis désolé de le dire, mais dans le cadre du traité budgétaire qu'avait promis de renégocier M. Hollande et dans tous nos engagements passés européens, traité de Maastricht, etc., la France, chaque année, doit donner sa copie à Bruxelles, tel un élève qui va donner sa copie au maître. Et c'est Bruxelles qui décide de valider ou non le budget français et qui peut faire des changements. En l'occurrence, ils ont demandé des changements. Et les changements qui étaient demandés, c'est quoi ? C'est des économies de 50 milliards pour la France. Dans ces 50 milliards, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la baisse de 30% de dotation aux collectivités territoriales, dont les régions. Donc on peut parler comme les autres partis et mentir en disant on va faire ci, on va faire ça. La réalité, c'est que le cadre budgétaire va être forcément en baisse, puisqu'il y a cette baisse des dotations qui est décidée. Encore une fois, ça montre bien que nos analyses sont pertinentes, puisque ce que nous décidons au niveau européen, on voit bien que c'est une incidence concrète au niveau des communes, des régions, et c'est toute l'idée de la candidature de l'UPR pour ces régionales, c'est qu'on peut dénoncer l'Union européenne, on applique, évidemment, on a notre programme encore une fois, mais on explique le lien et que ça a des conséquences très concrètes au niveau local, que ce soit pour les Bourguignons ou pour les Franc-Comtois. D'accord. En revanche, est-ce que, par exemple, en Bourgogne-Franche, en Franche-Comté, Peugeot Citroën, surtout Peugeot, a connu une grande difficulté, mais c'est aussi des difficultés qui sont dues à des mauvais choix, de la part de la direction de Peugeot. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs d'activité moins coûteux que l'industrie qui pourraient embaucher du monde et qui serait facile à doper avec les budgets de la région, encourager d'autres activités que l'industrie, parce que l'industrie en Franche-Comté elle est morte, mais ça fait des années qu'elle dépérit, et même avant la crise elle était déjà en grande difficulté, la crise économique est arrivée, Peugeot a fait des choix plus que discutables, d'autres fabricants de voitures vendent des voitures plus chères, même en France, et sentir mieux, même si on pense, par exemple, on peut prendre Citroën va mieux, ils ont fait des choix techniques plus... Oui, la politique, on connaît la politique de montée en gamme ou autre, voilà, il peut y avoir des problèmes stratégiques, mais il y a aussi il y a un problème de compétitivité coût, compétitivité prix, parce que PSA, contrairement à Renault, a gardé justement beaucoup d'emplois en France, mais ça c'est plutôt louable. Le gros problème, c'est pourquoi elle a cette concurrence extérieure, et ça c'est lié, encore une fois, c'est inscrit dans les traités européens. Faut arrêter de mentir aux gens sur la mondialisation. Dans les années 50-60, il y avait déjà des pays pauvres et des main-d'œuvre pas chères. Pourquoi il n'y avait pas de délocalisation, on parlait pas de délocalisation à cette époque-là, et que c'est arrivé qu'en les années 80-90, c'est que dans les années 80-90, ça a été des choix de politique, ça a été les États-Unis et l'Union européenne main dans la main qui ont décidé de la libre circulation totale des capitaux. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Avant, quand vous aviez une entreprise, par exemple Peugeot, mettons, qui voulait construire une usine en Iran pour le marché iranien, elle devait aller auprès du ministère de l'économie et demander son aval. Quand c'était le cas pour le marché iranien, que c'était pas des voitures qui allaient être importées, le ministère de l'économie disait évidemment c'est bénéfique pour la France, c'est l'expansion industrielle, on vend à l'étranger, ça augmente des marchés, c'est pour le marché iranien, transfert de technologie, etc. Seulement quand maintenant PSA ferme l'usine d'Aulnay pour aller produire les C3 en Slovaquie, c'est pour le réimporter sur le marché français. S'il y avait eu le contrôle des capitaux, évidemment, le gouvernement français aurait dit non, puisque c'est complètement néfaste pour l'économie nationale. Et tout ce concept de mondialisation, ça vient de ça, en fait. Avant, vous pouviez dire non à ça, et les pays à bas coût existaient dans les années 50-60. C'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part, c'est lié, encore une fois, aux traités européens.
Bien sûr, mais en attendant 2017, est-ce que vous avez des plans socio-économiques pour la Bourgogne-Franche-Comté qui aideraient au moins à tenir jusqu'à ce que vous... Parce que ça ne se fera pas en un jour de sortir de l'Union européenne. Je veux dire, ça prend un peu de temps quand même. Donc, il faut compter au moins la moitié du mandat régional avant que ça arrive, au mieux. Et donc, du coup, quels sont les plans, quelles sont les idées qui font que l'UPR vraiment va être moteur d'un changement dans la région. Je vous en ai cité déjà un peu au niveau économique, je vous dis garantie des prêts, etc. On veut aussi développer tout ce qui est système de financement alternatif. Ça peut être, vous connaissez sur Internet le crowdfunding, ça peut être également tout ce qui est capital risque qui marche bien et qui fait cette désintermédiation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par les banques pour le financement. Donc ça, c'est intéressant à une époque où les banques prêtent très très peu aux PME. On veut aussi sanctuariser tout ce qui est l'artisanat, puisque comme vous le savez, quand un artisan part en retraite, s'il n'y a pas quelqu'un qui le reprend, c'est des savoir-faire qui se perdent. Et ça, c'est dramatique pour les régions, pour les paysages et le savoir-faire français. Donc ça, évidemment qu'on veut agir là-dessus. On a aussi des éléments qui peuvent être faits au niveau régional. Typiquement, on parle beaucoup du projet du Grand Dijon, on parle des Center Park Haute. L'UPR est un parti qui veut sortir de l'Union européenne. C'est pas pour sortir de l'Union européenne en tant que telle, c'est pour retrouver notre démocratie, notre liberté et que les Français soient maîtres de leur destin. On veut appliquer ça évidemment au niveau régional. Comme je vous l'ai dit, sur le projet Grand Dijon, sur la LGV, même Rhin-Rhône, quand ce sont des projets qui mettent beaucoup d'argent des contribuables, parce que finalement c'est l'argent des contribuables, et quand ça modifie durablement l'esthétique des paysages et même l'environnement, nous souhaitons qu'il y ait un grand débat avec égalité du temps de parole, parce que ce qui est le cas actuellement par exemple dans les médias pour les élections, je vous remercie encore de m'inviter, égalité du temps de parole avec présentation des coûts-bénéfices. Et après, ce sont aux citoyens de trancher. Ça nous paraît être la manière la plus démocratique de le faire, de faire un référendum là-dessus. Et surtout, il est normal que c'est l'argent des contribuables in fine qui décide de ce qu'on peut faire de leur argent. Ça permet de redémocratiser la société, de réintéresser les citoyens à la politique, parce que le gros problème de l'Union européenne, c'est que les gens sentent très bien, même s'ils savent pas, ils connaissent pas tous les traités, tout ce qu'il y a dedans, mais les gens sentent très bien que qu'ils votent à gauche, qu'ils votent à droite, ils ont la même politique et que leur vote ne sert absolument plus à rien. Alors que là, nous, au niveau régional, si vous votez pour l'UPR, sur les grands projets, les gens, évidemment, le vote sert à quelque chose, puisqu'ils auront l'occasion de voter pour ces projets. C'est eux qui seront moteurs et qui choisiront vraiment. Ils ne donneront pas un blanc-seing aux politiques en leur disant « vous faites ce que vous voulez ». Et ça, c'est les projets, disons, qui vont être de référendum, qui vont être poussés par le Conseil régional quand nous serons élus. Mais il y a également, on veut mettre en place le référendum d'initiative populaire. Ça, c'est différent. C'est-à-dire que s'il y a une pétition citoyenne qui regroupe plus de 1% de la population, on pourra faire un référendum sur le sujet en question. Donc ça, c'est les citoyens qui seront à la base de l'initiative du référendum. Donc ça permet de repolitiser et ça permet de redémocratiser le débat. On a aussi plein d'autres thématiques par exemple vous parlez tout à l'heure des cantines scolaires, sur l'éducation. En ce moment, il y a la grande mode, vous savez, du tout numérique. On nous dit que ça va sauver l'éducation, ça serait l'avenir indépassable du monde, serait le tout numérique. Mais c'est pareil, c'est une vaste fumisterie tout ça, puisque ce sont finalement des équipements qui coûtent très très cher à la région, qui sont très rapidement obsolètes. Tous les gens qui ont des ordinateurs portables, des téléphones, des tablettes savent très bien qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, c'est déjà obsolète, il faut les changer, donc ça coûte très très cher. Et surtout, nous on pense fondamentalement que ça va déconcentrer les jeunes. On sait très bien quand il y a des écrans ou autres, on n'écoute plus du tout le professeur, on est sur les écrans. Donc au niveau de la concentration, c'est dramatique. On va casser le lien maître-élève. Et surtout, ça ne repose encore une fois sur rien au niveau études. Je vous dirais même le contraire. Le dernier rapport PISA a montré que les pays qui n'avaient pas du tout investi sur le numérique, entre autres les pays asiatiques, Corée, Japon, etc., ils ont du numérique à fond hors de l'école, mais dans l'école, il y a zéro numérique. Tous ces pays-là marchent très très bien au niveau de l'école. Les pays type Espagne ou Portugal qui ont investi massivement dans le tout numérique à l'école ont des résultats qui sont loin d'être mirobolants. Donc avant d'engager des millions et des millions d'euros sur une politique qui n'a pas fait ses preuves, nous on mettra un frein à tout ça et si vous votez pour nous, évidemment que sur le tout numérique dans les écoles, ça sera non avec nous. Donc voilà, c'est un des exemples, encore une fois, de notre projet. Mais pour nous, le point principal, comme je vous l'ai dit, c'est la dénonciation des eurorégions et de comprendre en fait pourquoi il y a cette fusion, pourquoi on impose au peuple français ce genre d'éléments. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris au
aux enjeux véritables de l'élection, parce que si vous suivez les discours de tous les autres partis politiques, j'ai été invité pour un débat sur France 3 Bourgogne, j'avais l'impression d'être dans une autre planète, ils étaient tous là, alors qu'on est en période de baisse des dotations budgétaires, que le budget va être en baisse, il faut mettre le paquet sur tel élément, il faut sanctuariser tel budget, ils font tout un tas de promesses qui ne tiendront jamais, et ils disent tous exactement la même chose. L'UPR, pour le coup, a un discours très différent, il explique aux gens d'où viennent les mots et comment en sortir. Après, évidemment, on a toute une palette régionale au niveau des compétences. Alors, la région Bourgogne est amie de la Rhénanie-Palatinat et d'autres régions dans le monde. Est-ce que vous allez continuer ces partenariats, des partenariats plutôt sociaux et culturels, qui ne sont pas du tout très peu économiques, mais d'échanges? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de soutenir quand même, que la Bourgogne reste un peu citoyenne du monde? Mais ça, c'est très bien, mais citoyenne du monde, pas forcément citoyenne européenne. Vous savez, l'UPR est pour sortir de l'Union européenne, c'est pas pour se refermer sur soi, mais justement pour s'ouvrir sur le monde. Notre appartenance à l'Union européenne nous coupe de tout un tas de pays du monde. Vous savez qu'on subventionne 50 à 60 fois plus la Lettonie ou la Lituanie, par exemple, que le Maroc, l'Algérie, etc., le Québec, desquels nous sommes fondamentalement beaucoup plus proches. Donc la construction européenne, par essence, nous coupe du reste du monde. Et au niveau de notre programme culturel, si vous voulez, on a deux aspects. Parce que pour nous, c'est ce qui est fondamental, c'est aussi de connaître l'histoire de France, parce que si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc pour nous, même dans le cadre scolaire et autres, on veut développer un maximum le patrimoine régional, notamment le patrimoine historique. On a tout un tas de sites en Bourgogne-Franche-Comté, la citadelle de Besançon, Alésia, les hospices de Beaune, le château de Bazoches dans la Nièvre. Mais on a des monuments qui sont magnifiques. Et pour nous, ça nous paraît intéressant en activité périscolaire de développer ces visites du patrimoine. Donc c'est un retour, entre guillemets, à la fierté nationale. C'est une ouverture sur le reste du monde. Et quand on dit ouverture sur le reste du monde, ce n'est pas seulement la culture américaine qu'on nous donne tout le temps. Ça serait bien de voir à la télévision et dans les écoles une ouverture à la civilisation russe, chinoise, brésilienne, japonaise, et pas seulement à la civilisation américaine. On est aussi un parti qui est très fier de la francophonie. Souvent, on a tendance à taper sur le français. Vous savez que le français est la seule langue parlée sur les 5 continents avec l'anglais. Le français, c'est un rapport de l'Organisation de la francophonie. Le français, en 2050, sera la 3e langue la plus parlée dans le monde, entre autres grâce aux pays d'Afrique francophone. Donc c'est un patrimoine, c'est un trésor. Il a une langue, c'est aussi une vision du monde. Donc pour nous, c'est très important de développer le français, parce que c'est notre vision du monde qui peut être différente, même si en ce moment on est complètement aligné sur le plan des politiques étrangères, qui est différente des anglo-saxons, qui peut être différente de tout un tas d'autres pays. Donc pour nous, c'est important de développer ça. Et dans le cadre des régions, on voudrait développer par exemple un festival du film francophone en partenariat avec celui qui existe en Afrique à Ouagadougou, qui passe plein de films français, des films sénégalais ou autres. Et nous, ça nous paraît important dans le volet culturel de développer la francophonie et de conserver notre exception française. D'accord. On va donc passer des petites questions sur la communauté, puisque c'est une radio communautaire. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de changer dans les différentes communautés religieuses qui vivent en Bourgogne? Donc évidemment, il y a le judaïsme, on en est. Nos amis chrétiens au sens large et nos amis musulmans aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de favoriser, ou au contraire, vous voulez une laïcité plus forte dans la région Bourgogne-Franche-Comté? Pour moi, la laïcité, elle est déjà appliquée. Il n'y a pas de débat à avoir dessus. Alors après, il y a évidemment dans la période, il y a les attentats, etc. Donc il y a un devoir moral de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'extrémisme dans toutes les communautés. Mais après, la laïcité en tant que telle, elle demeure et elle existe à l'heure actuelle dans la société française et en Bourgogne-Franche-Comté. Pour moi, il y a pas, je vois pas pourquoi on irait encore plus loin à ce niveau-là. Est-ce que vous avez un petit message pour la communauté avant qu'on finisse l'interview? Écoutez, nous on s'adresse, pas spécialement, encore une fois, nous on s'adresse à tous les Français, donc qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, on s'adresse à tout le monde, donc j'ai pas de message particulier pour une communauté ou pour une autre. D'accord, merci beaucoup Charles-Henri d'être venu sur Radio Shalom Dijon pour défendre l'UPR, et puis je pense qu'on vous reverra pour les débats, et merci beaucoup encore une fois. Merci à vous, au revoir.